Bonjour, je m'appelle Laurent Pierre, je suis le conseiller numérique à la FHF et c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour commencer cette table ronde. Table ronde sur la cybersécurité. On m'a dit, tu sais Laurent, il y aura des directeurs d'établissements de CH et de CHU. J'ai dit chouette, ça c'est super parce que j'ai vraiment besoin de parler de cybersécurité aux directeurs. Vous êtes là les directeurs, il y en a effectivement? Oui, il y en a. C'est bien. Ils ont tenu jusqu'au bout de la journée. Alors, ici, il y a des belles personnes qui vont vous parler de cybersécurité et d'impact. Moi, je vais apporter un angle plutôt FHF, puisque c'est mon rôle. Il y a écrit « Défendons nos valeurs », donc je vais le faire. Excusez-moi si vous ne reconnaissez pas dans ces valeurs-là. Ce sont celles que porte la FHF, et je pense qu'on va converger. Là, pour commencer, il faut rappeler que nous sommes dans un climat tendu sur la cybersécurité. Il y a des témoignages de l'ANSSI qui font ça mieux que moi. Moi, j'ai repris juste un chiffre, 30% d'augmentation en 2023 selon le dernier rapport de l'ANSSI, 30% d'augmentation sur la menace des ransomware, qui est la menace la plus forte puisqu'elle vient bloquer le système d'information après exfiltration des données. Et c'est celle qui fait aujourd'hui le plus d'impact sur nos établissements. Même si, globalement, les établissements mettent progressivement en place des mesures de protection et que ces mesures de protection apportent des résultats puisqu'il y a moins de menaces, il y a moins d'incidents graves comme nous avons pu le connaître en 2021 et en 2022. Merci pour le travail qui a été fait, merci aux équipes qui le font parce que ce sont des mesures importantes et complexes à mettre en place. On a devant nous l'occasion de se faire attaquer par les JOP qui arrivent cet été, qui sont une véritable caisse de résonance pour les groupes activistes. Et puis, on a aussi le conflit en Ukraine, qui est l'occasion pour des groupes activistes russophones, on dit russophones, mais très bien coordonnés avec l'action militaire russe, de nous mettre des attaques. Certains sont même certains de ces virus sont même à l'origine d'attaques importantes sur nos établissements. Et ils projettent d'aller davantage sur nos établissements et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Donc sur l'ensemble des attaques, la santé, ça représente à peu près 10% des attaques comptabilisées. Donc on est un secteur important dans lequel on représente donc 10%. Sur ces 10% d'attaques, 80% des incidents signalés impactent un établissement de santé public. Donc les établissements de santé publics sont les premières cibles des activistes. Alors la question qu'on me dit, mais Monsieur Pierre, pourquoi est-ce que les établissements de santé publics sont-ils si souvent attaqués? En fait, c'est parce qu'ils sont beaux et ils sont convoités. Alors, si vous lisez le dernier rapport du CERT Santé, on vous dira 2 fois que les établissements de santé ne sont pas spécialement ciblés, les établissements de santé publics ne sont pas spécialement ciblés. Eh bien, je vais corriger cela, parce qu'il ne faut pas prendre les groupes activistes pour des idiots. Ils savent très bien qu'en visant un établissement de santé public, du fait de son activité, ils auront une caisse de résonance plus grande. Et je vais l'expliquer ici. Quand on est le premier employeur régional, quand on est le premier acteur économique sur une région, quand on est la première activité, on pèse 70% de l'ONDAM, donc on est la plus grosse activité, eh bien, on est évidemment, on est susceptible de déstabiliser une région si on fonctionne mal. Et on est, avec 82% des prises en charge d'urgence, évidemment, en difficulté vis-à-vis de la société qui voit sa capacité de continuité des soins affaiblie. Donc ces éléments-là, ils sont importants et ça, c'est connu. Et ce qui motive le fait d'attaquer particulièrement un établissement de santé publique, puisqu'il y a une pression importante du fait de la nécessité de maintenir l'activité. Et ensuite, de toute façon, même si le virus n'arrive pas bien à chiffrer, il y aura une exfiltration des données et les établissements de santé publique contiennent les plus grandes bases de données personnelles. Et donc ça, c'est un élément attractif qui fait que derrière cette attaque, il y aura des facilités de monétisation et donc de revenir sur ces fonds en vendant ces données-là. Voilà les arguments qui font que les établissements de santé publique sont des établissements importants et ciblés. Sur le contexte technique,
Eh bien, il faut reconnaître que quand on a 700 pathologies à soigner et qu'on a 200 ou 300 métiers gérés dans un établissement, on a un système d'information très complexe. En moyenne, de 150 à 300 applications sont nécessaires pour gérer nos systèmes d'information, qui sont autant de difficultés à gérer et à sécuriser. De même que lorsque nos labos alimentent l'ensemble des comptes rendus, alimentent en compte rendu l'ensemble des citoyens, eh bien, il y a des flux énormes et des interfaces très importantes qui sont aussi des failles. Techniquement, il est plus difficile de sécuriser un établissement comme un établissement support, un CHU ou un gros CH, qu'une clinique de taille plus petite, et ça se comprend très bien. Et puis, malgré tout, vis-à-vis de ces difficultés-là, les moyens restent insuffisants pour gérer toute cette complexité. Lorsqu'on parle de sensibilisation de professionnels, évidemment que c'est là qu'il y a l'action majeure à faire. Les professionnels doivent être sensibilisés. Lorsqu'on parle de GHT, on parle de 5 000 à 10 000 personnes à sensibiliser. Il n'y a aucune fac en France qui se forme autant de professionnels ou d'étudiants à la cybersécurité. Il faut se rendre compte de la complexité que c'est pour un établissement de former et de sensibiliser l'ensemble de son personnel à la cybersécurité et à le maintenir à jour en permanence, en continu, à jour par rapport au risque d'attaque qui augmente en permanence. Et puis, vous savez très bien que les financements réservés à la partie SI dans nos établissements restent insuffisants du fait de financements assez faibles globalement sur l'établissement. On parle de 1,7% du budget qui est consacré au système d'information, et ces 1,7% sont bien insuffisants. Lorsqu'on compare par rapport au PME normal, on est plutôt à 7%. Donc, avec des systèmes d'information beaucoup plus petits, en moyenne, nous, on a 300 applications. En moyenne, dans une PME, il y a 15 applications. Donc voilà notre contexte, et voilà pourquoi nos établissements sont si souvent visés, et pourquoi il faut qu'on s'organise de manière spécifique pour y répondre. Alors un point sur CARE, évidemment CARE c'est le premier programme que l'on connaît sur la cybersécurité, et nous l'attendions, ce programme, il était demandé par tous les acteurs depuis 2019-2020, quand ça a commencé à chauffer pendant la crise Covid. Ce programme-là, c'est une aubaine financière. Ce n'est pas non plus une grosse manne financière, mais c'est une aubaine financière. Elle a le mérite d'exister. On a estimé qu'elle rapporterait 78 millions d'euros pour le public. C'est un x3 par rapport aux investissements du passé. Donc c'est quand même un investissement important et sur lequel il faut évidemment préempter. C'est un apport potentiel d'environ 6% pour un établissement sur la partie SSI, 6% sur son budget de fonctionnement. Ce n'est pas négligeable compte tenu des difficultés financières dans lesquelles nous sommes en ce moment. Donc il faut s'en saisir et ça a été fait puisque 100% des GHT ont été candidats au programme CARE. Bravo à vous pour cette candidature qui a été faite dans une fenêtre en plus très fermée. Ce financement, il doit trouver sa pérennité dans les ressources que vous allez pouvoir mettre en place dans vos établissements. Évidemment que quand on touche 200 000 ou 300 000 euros pour mettre en place des composants et faire de la remédiation, il vaudrait mieux que vous le fassiez avec vos propres ressources et que vous soyez en mesure de garder ces ressources après pour que ces financements soient pérennes. Sinon, évidemment, ce sera perdu et on risque de retomber après dans une démarche qui serait peu utile pour la cybersécurité. Donc notre position, c'est d'encourager, et votre difficulté, c'est ce tour de force à transformer ces budgets qui sont plutôt des budgets d'investissement en budgets de RH pour créer des postes financés. L'intérêt aussi de ce programme, c'est qu'il a été positionné au niveau des GHT et nous pensons à la FHF que le GHT, l'échelle GHT, est le bon maillon pour mutualiser les ressources expertes qui sont nécessaires pour être réparties sur une région. Car les structures ne peuvent pas toutes se doter de RSSI et d'ingénieurs experts en cybersécurité pour répondre aux besoins. Donc nous sommes satisfaits de ce point-là. Il faudra prolonger ces investigations vers les GHT, il faudra prolonger cette convergence des GHT pour que la suite se fasse sous la même enseigne. D'où les positions qui sont aujourd'hui celles de la FHF, de continuer sur la nécessité de converger au moins sur la partie cyber, mais mieux sur la partie SI, les GHT, de façon à ce qu'on puisse mieux répondre aux enjeux de SSI. Il faut intégrer les établissements du médico-social qui, évidemment, utilisent les outils
peuvent utiliser des outils d'établissement ou des outils des EGHT également, et communiquent évidemment avec les établissements du sanitaire. Et pour le moment, les EHPAD sont trop loin dans le dispositif. Ça devrait venir dans la suite, mais il faudra leur laisser une place. Et notamment dans ces médico-sociaux, dans les établissements du médico-social, les EHPAD qui aujourd'hui ne sont pas comptabilisés en tant qu'activité pour la dotation financière. On a quelques soucis avec certains groupements hospitaliers, puisque certains ont remonté que des groupements hospitaliers étaient sous-financés par rapport à des GHT, du fait de la politique aujourd'hui de distribution qui comptabilise surtout les nombres de FINES. Et lorsqu'on est en groupement hospitalier, on n'a qu'un seul FINES à valoriser, ce qui peut créer un défaut de financement pour certains établissements qui, derrière ce FINES, en réalité, cachent une grappe importante d'établissements. Le risque aussi sur lequel on travaille à la FHF en ce moment, c'est la GTB, la GTC, la gestion des techniques des bâtiments, la gestion technique centralisée qui nous semble être la prochaine faille de cybersécurité. Elle concerne d'autres personnes que la DSI, bien souvent les services généraux, sur des outils qui sont d'OS propriétaires et qui ne s'installent pas dans des processus qui sont les nôtres pour mettre en sécurité ce dispositif-là. On sait que Killnet a décidé de faire des virus qui allaient attaquer les respirateurs, les assistants respiratoires ou le dispositif mis en place comme le filtrage d'air, le nettoyage, l'hygiène, etc., de manière à détruire ce matériel-là. C'est une annonce publique qui nous pousse à alerter et à demander, à travailler sur ce sujet de sécurisation et de mise aux normes de ce qui constitue le pilotage de la GTB et de la GTC. Ce dernier slide, il est fait pour remettre le problème de la cybersécurité, après tous ces chiffres et ces éléments un peu politiques, au cœur de l'humain. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est manager, quand on est directeur d'établissement pour s'assurer que l'établissement va pouvoir se protéger? C'est réaliser déjà qu'on amoindrit souvent l'impact d'une cyberattaque sur les agents. Les cicatrices qui sont liées à cette catastrophe qui est vécue comme une catastrophe totale sont importantes. Et si vraiment il y a une chose que vous voulez faire pour garder une empreinte indélébile de votre gestion, c'est bien celle de ne pas réagir sur la cybersécurité et d'attendre que ça arrive. Je vous assure qu'à ce moment-là, les agents auront un bon souvenir de vous. Donc, il n'y a pas moyen de passer à côté de cette préparation qui est indispensable. Dans les premiers jours, c'est la stupéfaction. Tout le monde s'arrête de travailler. Dans les premiers mois, il y a un peu de tolérance qui est laissée, mais après 3 mois, tout dépendra de la préparation que vous avez prévue. Cette préparation-là, c'est une préparation qu'il faut mettre au plus haut de l'État, parce que au plus haut de la gouvernance d'établissement. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie de la continuité d'établissement. C'est la capacité de l'établissement à répondre et à faire face à un acte de guerre. Une cyberattaque, c'est un acte de guerre. Cette stratégie, elle appartient au directeur, elle dépasse largement celle des DSI, elle dépasse largement celle du corps médical. Donc il faut que l'établissement puisse s'emparer de ça, se préparer, pour qu'une fois la stupéfaction passée, on puisse relancer une équipe. Et pour relancer une équipe qui a vécu une crise, il faut un management d'excellence. Un management qui soit prêt à faire face à la crise, à gérer les frustrations des projets qui ne redémarrent pas, à gérer la frustration des PC et des conditions qui sont longues à revenir, de façon à ce que l'équipe puisse se remettre de façon sereine dans son travail, dans des délais qui sont raisonnables pour les patients. Donc j'en fais, avec ce dernier slide, je fais un appel de façon très ouverte et très franche à la direction des établissements, dont l'excellence des managements doit pouvoir intégrer des stratégies de cybersécurité à haut niveau. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette photo sur la cybersécurité, sur les menaces qui pèsent sur le secteur de la santé publique. Quand Cyril m'a invité pour animer la table ronde, je me suis dit, oulala, cybersécurité, la menace, par quoi je vais commencer? En fait, quand on a Laurent à côté de soi, ça va. Donc tout va bien déjà, on est déjà rassuré par son discours. Plus sérieusement, on va continuer un petit peu sur une vision, j'allais dire peut-être un petit peu plus large, puisque un intervenant qui est Mathieu Feuillet, qui est directeur des opérations à l'ANSSI et chef du CERTEFER, qui est à distance, je crois, si tout va bien pour la technique. Je ne sais pas s'il nous voit, s'il nous entend, Mathieu.
Je vous entends. Merci Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ANSSI pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas l'ANSSI, et puis le CERT-FR, j'allais dire le CERT Santé parce que on est directement impacté, nous plutôt formaté CERT Santé. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de l'ANSSI, de vos missions, les rappeler en tout cas, et rappeler que vous êtes là aussi pour nous aider à être meilleurs et à monter en maturité sur la partie sécurité des systèmes d'information. Oui, bien sûr, on est là avant tout pour vous aider d'ailleurs, avant toute chose. Donc effectivement, donc merci beaucoup pour l'invitation et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous pour parler de cybersécurité et en particulier des établissements de santé qui nous occupent beaucoup et nous préoccupent pas mal à l'ANSSI, et notamment depuis 2019 et les premiers très gros incidents qui ont pu affecter des hôpitaux et en particulier le premier qui nous avait beaucoup marqué à l'époque, c'était le centre hospitalier de Rouen. Je pourrais vous en revenir dessus plus tard si vous voulez. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. On a beaucoup de rôles, on est une administration centrale, on va faire un petit peu de politique publique, de la régulation, notamment en ce moment il y a une nouvelle régulation qui devrait concerner aussi les établissements de santé qui s'appelle la directive NIS 2 qui est en cours de transposition dans le droit national. On ne peut pas vous en parler aujourd'hui, mais si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Un rôle de prévention évidemment pour accompagner tous les acteurs de l'écosystème national, des établissements de santé, mais évidemment, on intervient dans tous les secteurs d'activité pour faire un rôle de prévention, aider tout le monde à monter en niveau de sécurité et s'assurer aussi que vous avez des prestataires qui vous apportent les bonnes solutions, les bons produits, les bons services pour que vous puissiez traiter votre cybersécurité dans les meilleures conditions. Et puis moi j'ai un rôle, je m'occupe un petit peu plus du réactif, c'est-à-dire que moi mon métier c'est de m'occuper de la menace, de la supervision du système d'information de l'État et puis de la réponse à incident, c'est-à-dire qu'on a une équipe, c'est notamment une des missions du CERT-FR, on a une équipe qui est là pour traiter les incidents les plus sévères avec une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc à ce titre-là, on est amené à intervenir régulièrement dans des établissements de santé, à projeter des équipes aussi sur les cas les plus graves, à accompagner l'établissement de santé pour régler l'incident. Donc le CERT-FR, de ce point de vue-là, on a une articulation avec le CERT Santé, parce que pour les plus petits incidents, on va les renvoyer vers le CERT Santé, et à l'inverse, quand le CERT Santé a une difficulté à traiter un incident, ils peuvent s'appuyer sur nous et on peut prendre le relais lorsqu'il y a besoin. Alors peut-être permettre d'apporter un petit retour d'expérience parce que du coup on a maintenant je pense d'avoir vu peut-être une trentaine de rançongiciels dans des établissements de santé, donc on peut commencer à en tirer un petit peu des enseignements. Pour compléter un petit peu le panorama qui est fait sur la menace tout à l'heure, nous la menace on la coupe en trois. Il y a la menace stratégique qui est liée à des États, à des services de renseignement étrangers qui peuvent faire de l'espionnage et du sabotage. Ça peut concerner des établissements de santé, notamment sur la partie sabotage, notamment les plus gros, dans une tentative de déstabilisation d'un État étranger qui voudrait porter atteinte à la France. La deuxième, c'est tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui va être effectivement extorsion de fonds, criminalité, etc. Donc là-dedans, on retrouve les rançongiciels qui ont été évoqués tout à l'heure. Et la dernière, c'est l'activisme, avec volonté de faire du buzz. Donc là, on va retrouver une technicité beaucoup plus faible, généralement des impacts assez faibles, parce que c'est des gens qui sont pas forcément des moyens importants, et donc on va notamment trouver tout ce qui est déni de service, généralement déni de service sur des sites institutionnels, donc ça empêche, évidemment, ça vous empêcherait pas de travailler à un hôpital si votre site internet dysfonctionne, mais néanmoins, ça crée un petit peu de remous médiatique et ça peut créer un petit peu de perturbation pour un hôpital. Alors, ça a été dit précédemment, mais quand on a une crise informatique, et je me permets d'insister dessus, ce n'est pas une crise de la DSI, c'est une crise de l'hôpital. Et pour ça, je vais vous donner un chiffre que je trouve assez intéressant, qui a été produit par deux entreprises qui s'appellent Citalid et Reliance. Citalid, c'est un spécialiste de cybersécurité. Reliance, je pense que vous connaissez mieux que moi, donc spécialiste de la gestion du risque dans l'établissement de santé. Et ils ont fait un petit calcul de simulation sur le coût d'une attaque par rançongiciel complet pour un établissement de santé. Donc, ils sont partis de l'hypothèse d'un établissement de santé qui aurait un budget de 600 millions d'euros. Et ils ont estimé le coût d'une cyberattaque à 20 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils le découpent.
En gros, vous avez 1,5 million pour toutes les problématiques d'informatique, de reconstruction du système d'information. 1,5 million pour les notifications, notamment au titre du RGPD, mais vous devez notifier aux personnes que leurs données ont potentiellement été dérobées ou détruites. Et donc ça peut donner lieu à beaucoup de courriers. La PHP l'a vu à ses dépens en 2021, quand ils ont dû envoyer 800 000 courriers suite à un vol de données de certificats Covid qui concernait 1,5 million de personnes. Et donc ça fait rapidement des frais. 2 millions d'euros de frais de RH supplémentaires pour tout ce qui va être continuité et reprise d'activité, et 15 millions d'euros de perte de recettes. Donc on voit que c'est vraiment une crise de l'hôpital et pas du tout une crise de la DSI, et que l'essentiel des coûts ne sont pas des coûts informatiques. Donc ça, c'est un point qui me semble extrêmement important à garder en tête. Le rétexte que je peux faire des crises qu'on a pu voir dans les hôpitaux, c'est qu'on retrouve un certain nombre de caractéristiques communes entre les établissements. Alors déjà, il y a un certain nombre de points assez forts. Et le premier d'entre eux, c'est que les hôpitaux, les établissements de santé, vous avez une vraie culture de la gestion de crise. C'est-à-dire que vous avez l'habitude, alors pas forcément de la crise cyber, ça peut évidemment être des crises d'autre nature, et la notion de plan blanc est quelque chose d'évidemment extrêmement ancré dans la culture. Et donc, la phase de stupéfaction qu'il y a au début de ce genre d'attaque, etc., est généralement beaucoup plus brève dans un établissement de santé qu'elle ne peut l'être dans d'autres endroits. Et puis, on voit rapidement l'activité se restructurer. Quand on circule dans un hôpital le lendemain d'une cyberattaque, on voit le personnel au travail qui commence à appliquer les mesures dégradées pour pouvoir quand même continuer à assurer la continuité des soins. Et le deuxième point très positif qu'on voit, c'est l'engagement des agents. Généralement, dans les établissements de santé, on trouve des agents très engagés, que ce soit du côté de la DSI, évidemment, ou du côté des personnels de santé, et avec un niveau d'engagement généralement remarquable et plus fort que ce qu'on peut voir dans d'autres domaines. Maintenant, il y a aussi des faiblesses qui ressortent régulièrement et qui peuvent faire mal. La première, c'est le sous-investissement chronique dans les systèmes d'information, que ce soit financier ou humain. Mais il y a un certain nombre d'hôpitaux majeurs où, en faisant le compte-rendu en fin de crise, 6 à 9 mois après l'incident, annonçaient des investissements assez massifs dans leur informatique et des augmentations de 30 à 50% des effectifs de la DSI. Donc on est vraiment sur ce qui est là pour le coup est assez, on retrouve pas forcément dans d'autres domaines parce que il y avait vraiment un sous-investissement et qui a été payé cash au moment de l'attaque. Le deuxième point sur lequel vous n'avez pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, mais il y a un certain nombre d'éditeurs de solutions qui sont utilisés dans le domaine de la santé, donc des éditeurs logiciels, des fournisseurs de matériels biomédicaux, etc., qui ont des pratiques de cybersécurité qui sont mauvaises. Donc on fait pression sur eux et alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous on a une mesure législative qui est rentrée en vigueur le 1er juin, qui nous permet de leur mettre la pression assez fortement, y compris jusqu'à afficher sur notre site internet que leurs pratiques de cybersécurité sont mauvaises sur la gestion des vulnérabilités dans leurs produits. Mais voilà, c'est des gens qui sont incontournables dans les hôpitaux, généralement avec des marchés très petits, avec peu de choix, vous avez une concurrence assez faible. Et donc là, c'est des gens qui créent des vraies vulnérabilités dans les systèmes d'information des hôpitaux. Et je sais que c'est un vrai sujet pour l'ANS et c'est un vrai sujet pour l'ANSSI aussi, et qu'on suit ça d'assez près. Après, ça a été évoqué tout à l'heure, un point qui est important, c'est effectivement la qualité de vos plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. Il y a des choses qui sont très bien gérées, notamment tout ce qui va être gestion des dossiers patients, etc., où généralement on voit des procédures papier qui sont coûteuses en RH, mais en tout cas qui fonctionnent. En revanche, il y a des sujets sur lesquels vous êtes moins prêts. Et moi, ce que je constate généralement, c'est les premiers sujets sur lesquels vous ne savez pas comment faire et qui vous préoccupent rapidement, c'est la gestion de la stérilisation du matériel. Généralement, vous êtes capable de tenir 24 à 48 heures et après, il faut faire appel à des établissements dans la région pour venir en soutien. Ce pas des choses qui sont forcément toujours très bien préparées. La gestion de l'alimentation des patients, généralement, c'est le premier souci, mais vous ne savez plus quel plateau repas va à qui. Et ça, évidemment, c'est un problème qu'il faut régler très rapidement. Mais ça fait partie des sujets qui remontent vite. L'imagerie médicale,
C'est aussi particulièrement vrai dans certaines régions où il y a des systèmes de validation à distance par des médecins qui regardent les radios, notamment en astreinte, parce qu'il n'y a pas forcément moyen d'avoir du personnel la nuit, etc. Quand les systèmes à distance sont coupés, ça crée des vrais problèmes dans la chaîne de soins et la gestion des chimios, où rapidement, l'absence d'informatique fait qu'il est difficile, voire impossible, de faire certains traitements. Donc ça, c'est les rétextes un petit peu, on va dire, de ce qu'on a pu constater en crise. Après, évidemment, chaque hôpital a ses spécificités, etc. Mais généralement, ça, c'est des choses qu'on voyait revenir assez vite, notamment dans les premiers jours de la crise. Alors, histoire d'être un tout petit peu positif avant de laisser la parole au suivant, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la crise? Et donc là, il y a des bonnes nouvelles. Donc, il y a le programme CARE qui a été évoqué. Donc, dans le programme CARE, sachez-le, mais il y a des services de l'ANSSI auxquels vous devez adhérer lorsque vous rentrez dans le programme CARE. Et donc, nous, très heureux de vous voir arriver dans ces services-là, mais qui vous permettent justement de rehausser votre niveau de sécurité. Et globalement, tous ces investissements du programme CARE, avant ça, il y avait aussi de l'argent du plan de relance qui avait été mis, etc. Et ben, ça marche. On voit le niveau de sécurité des établissements augmenter. On voit la supervision de sécurité sur ces établissements s'améliorer. Et donc, ça ne diminue pas le nombre d'incidents. En revanche, ça diminue leur criticité. Et donc, un exemple typique sur lequel il y a beaucoup de communication qui a été fait, mais qui, je pense, est un bon exemple et qui mérite qui peut donner des idées à d'autres, c'est le centre hospitalier de Brest, qui effectivement qu'on a informé d'un risque, d'un incident, et qui a eu, parce qu'il s'était bien préparé, parce qu'il avait des bonnes mesures de cybersécurité, a pu prendre les bonnes décisions rapidement. Et donc, au lieu d'avoir un incident par rançongiciel qui met l'hôpital en mode dégradé pour des mois, et ensuite il faut 18 à 24 mois pour entièrement s'en remettre, c'est un incident qui a été traité entièrement en 3 semaines, 4 semaines, qui du coup est évidemment des coûts beaucoup plus faibles. Et donc ça, c'est parce qu'il y avait eu effectivement des bons investissements sur la cybersécurité, des bonnes procédures de réaction, qu'ils étaient bien préparés. Donc comme ça a été dit effectivement juste avant, la cybersécurité, c'est un sujet des chefs d'établissement. Donc effectivement, il faut que vous ayez des bons plans de continuité d'activité, des bons plans de reprise d'activité. Il faut que vous vous entraîniez à gérer les crises. Le jour où vous allez être réveillé un vendredi, la nuit du vendredi à samedi à 2 heures du matin, et on va vous poser des questions sur les bonnes décisions à prendre, vous ne serez pas capable de prendre la bonne décision si vous n'avez pas entraîné avant. Donc il faut s'entraîner régulièrement, idéalement au moins une fois par an, au moins en exercice sur table, à prendre les bonnes décisions, savoir quels sont les leviers à votre disposition pour protéger le système d'information de votre hôpital, limiter les risques, limiter l'impact, et permettre de vous assurer que vous allez éviter, vous ne pourrez pas forcément éviter l'incident. En revanche, l'objectif, c'est de transformer un gros incident en un petit. Et ça, c'est tout à fait possible, tout à fait à portée de main. Et je pense que les différents programmes qui sont en cours vont vous permettre d'avoir les outils pour se mettre dans ces conditions-là. Mais il faut que vous vous entraîniez. Voilà. Je vais en rester là pour l'instant. Merci Mathieu pour toutes ces précisions de détail. J'ai vu 2 personnes faire un malaise, un DRH et une directrice des finances au fond de la salle. Alors, puisque je parlais de prévention, il y a quand même 3 axes, je l'ai rappelé tout à l'heure, sur la prise en charge de la cybermenace. On est toujours dans la prévention et je voulais donner un caractère, déjà on finira par Jean-Christophe, notre grand témoin en fait, donc vous pourrez en plus lui poser plein de questions parce qu'il va nous faire un rétexte sur ce qui lui est arrivé malheureusement il y a 2 ans. Mais là, en l'occurrence, je souhaiterais qu'on puisse parler de prévention et je vais donner la parole à Laurence Huin, pour un pan un petit peu, une vision, un prisme différent. On parle de réglementaire, on va peut-être parler de RGPD, de ces 99 articles. Non, on va pas en parler de ça. On a du réglementaire et tout, mais surtout, je pense qu'il faut qu'on utilise le réglementaire comme d'un levier, pas comme d'une contrainte. Tout à fait. L'idée, c'est pas de lister tous les règlements et textes qui arrivent et qui vont vraiment nous tomber dessus. On en a un peu évoqué lors des propos précédents. Il y a Nice 2 qui arrive en octobre. Donc, pour les CHU, pour les établissements support de GHT,
vous connaissez parce que vous êtes déjà opérateur de services essentiels. Mais effectivement, en fait, pour les autres centres hospitaliers, pour aussi les acteurs de la recherche, il va falloir se poser les questions, parce qu'on ne va pas recevoir un petit arrêté pour dire, au fait, vous êtes entité essentielle, entité importante, mais il va falloir en fait appliquer les critères, et ça, c'est, je vous renvoie sur le site de l'ANSSI, sur Numéum aussi. Ouais, aussi, parce qu'ils ont fait des tableaux assez pertinents. Mais du coup, il faut quand même, en tant qu'acteur, dans le secteur de la santé, appliquer cette réglementation qui est une directive, petit cours. Une directive nécessite un texte de transposition nationale que nous attendons toujours. Je rappelle, la directive est censée arriver le 17 octobre. Donc ça, c'est le premier texte. En fait, l'idée, c'est d'embarquer tous les acteurs vers davantage de cyber-résilience, en gros. On avait d'autres textes aussi précédemment qui permettaient aussi, par exemple, dès que toute victime d'une cyberattaque peut se faire, en tout cas déclarer auprès de son assurance les dommages, mais à condition quand même de déposer plainte dans les 72 heures. Donc quand on a plein de choses à faire, notamment notifier, on le reverra, mais auprès de toutes les autorités, il faut aussi penser à aller déposer plainte, aller prendre rendez-vous au commissariat, etc. Donc ça aussi, ça nécessite d'être préparé pour pas louper cette étape, parce que sinon après on va être un peu plus embêté pour aller réclamer quelques sous auprès des assureurs. Et puis après, en fait, on a des directives qui sont aussi intéressantes, ça a été évoqué, c'est vis-à-vis des éditeurs. Alors c'est un règlement qui s'appelle le Cyber Resilience Act. Donc là, l'idée, on s'intéresse plus aux fabricants, de logiciels, matériels ou hardware, software. Et en fait, quand ils vont avoir des vulnérabilités sur leur logiciel, donc leurs produits qu'ils vous ont vendus, ou bien alors quand ils vont avoir un incident important sur leur système d'information, eh bien ils vont être obligés là aussi de notifier. Alors la France aime bien anticiper, donc en fait, avant d'avoir ce règlement européen, eh bien on avait tout ça, c'était prévu dans la loi de programmation militaire de l'année dernière, et donc du coup nous avons un décret du mois de mai, pardon. Et donc maintenant, en fait, vos éditeurs sont soumis à ces obligations de notification. Je pourrais continuer aussi, bien sûr, on a notre RGPD qui nous a tous traumatisés, qui nous met tous en fait dans cette logique en fait de documentation, etc. On a cet article 32 sur la sécurité, et puis donc l'article 33 qui suit, c'est sur les notifications à la fois à la CNIL dans les 72 heures et à la fois aux personnes concernées, d'où les 800 000 courriers qu'il fallait envoyer. Et puis, que dire d'autre ? On en a une aussi loi qui est passée récemment, la loi SREN, pour SREN, sécuriser, réguler l'espace numérique. Et puis, on a des députés qu'on connaît bien, qui attachent une importance particulière sur l'hébergement des données et qui ont du coup mis une certaine obligation pour en fait les administrations et leurs opérateurs et aussi les GIP de s'assurer en fait que les fournisseurs d'hébergement ne soient pas soumis à des réglementations étrangères. Vous pensez bien sûr au HDH, mais pas que. Il va falloir quand même se poser les questions de voir avec vos hébergeurs, quand vous hébergez pas on-premise, s'ils ne sont pas soumis à des lois étrangères, et ce notamment si on est sur quand bien même des filiales européennes, mais dans des groupes américains. Je citerai aucun nom. Donc, on a toutes ces obligations de notification. Important quand même, je vous ai cité, il y a des 72 heures. Le RGPD, c'est 72 heures. Pour aller déposer plainte, c'est 72 heures. Quand même, avec NIS 2, on passe à 24 heures. Donc, ça nécessite, là aussi, on parlait de préparation, mais vraiment d'anticiper ce sujet. Et c'est le point que je voulais dire quand on dit il faut, voilà, on a tous ces textes assez importants, rien qu'en cybersécurité. Je ne vais pas m'amuser à parler de l'espace européen des données de santé, mais
Sur la cybersécurité, en fait, ce qu'il faut, c'est que, déjà, on va digérer ces textes, il faut en prendre connaissance, mais après, il faut savoir ce qu'on en fait. Et nécessairement, on parlait justement de la gouvernance, mais il faut désiloter. C'est-à-dire que le DPO, c'est le délégué à la protection des données, qui est donc mis en place via le RGPD, il faut qu'il parle avec le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est très important. Et puis surtout, on parlait des éditeurs qui ne sont pas vraiment super au niveau sécurité des systèmes d'information. Donc ça veut dire que les achats doivent être concernés. Ça veut dire qu'en fait, il faut que tout le monde se parle, qu'en fait, la DSI se dise pas, là c'est du juridique, je lâche la main, que les achats se disent pas, là c'est du technique, je comprends rien, je lâche la main. En fait, il faut que tout le monde se parle et surtout que tout le monde se mette aussi à reporter les obligations auprès des fournisseurs ou des prestataires. Ça veut dire qu'on ne se contente pas des CCAG TIC. C'est-à-dire que quand on passe des marchés, on ne se contente pas non plus aussi des centrales d'achat. Je sais que c'est très très pratique de passer des petits bons de commande pour le DPI de tout le GHT, mais en fait, même en centrale d'achat, ça se négocie, parce que si vous ne négociez pas, en fait, vous avez des conditions générales de vente qui s'appliquent. C'est le pire truc. Donc, à la fois, en fait, vous allez le ressentir quand il y aura une cyberattaque, mais vous allez aussi le ressentir dans l'exécution des marchés et des contrats. Et je sais que en tout cas, je m'adresse plutôt là au DSI, mais même aussi à ceux qui attendent que des projets sortent. Il y a énormément de retard sur certains projets, sur certains logiciels, etc. On est sur des problèmes de semi-interface, on se renvoie la balle, c'est pas moi, mais c'est l'autre, etc. Je rappelle quand même qu'on est sur un contexte avec des éditeurs de DPI qui se centralisent de plus en plus, qui arrêtent de maintenir certains logiciels, donc du coup on est obligé de passer sur d'autres. Donc en fait, après les premières interfaces qui ont été développées, faut en fait en continuer d'autres parce qu'en fait on passe sur un autre logiciel, etc. Si en fait on n'a pas négocié des pénalités de retard, des obligations fermes en termes de calendrier, si on n'a pas aussi géré la possibilité de récupérer les données, tout ce qui est réversibilité dans un contrat informatique, après on est un peu pieds et poings liés et on subit. Et c'est vraiment important en fait de prendre en compte tous ces réglementaires, mais pour en faire du positif et surtout pour que tout le monde se sente concerné pour négocier vraiment au mieux les contrats. Voilà, c'est mon propos. Merci Laurence pour ces précisions côté réglementaire. Évidemment, il faut décloisonner. On ne peut plus fonctionner en mode silo, mais ça, on l'entend aussi dans nos établissements. On travaille tous main dans la main aujourd'hui. Je pense que c'est important, effectivement, que le DPO et le RSSI se parlent. Souvent, c'est la même personne. Donc, en principe, ils arrivent à se parler. Mais, voilà, il faut effectivement échanger entre nous sur tous ces sujets-là et profiter du réglementaire comme d'un levier pour progresser sur nos sujets de cybersécurité. On est un petit peu en retard, je crois, Cyril. Ça va, 5 minutes. On a quand même notre grand témoin. Alors, on a Jean-Christophe Tambolini, qui est DSI du GHT Bourgogne Méridionale, établissement support de Mâcon pour localiser pour tout le monde, qui, je crois que c'était le 27 mai, Jean-Christophe, 2022. Un super week-end de Pentecôte. Un super week-end de Pentecôte a subi une cyberattaque. Et donc, on voulait vous faire un retour de ce sujet, de faire un retour d'expérience, le déroulé et puis les difficultés après. Donc ça va faire maintenant un peu plus de 2 ans et je dirais qu'on est en gros à 95% de la remédiation, mais pas à 100% encore. Donc il est quand même passé 2 ans et tout n'est pas encore complètement restabilisé, quoi. On a encore pas mal d'opérations à faire. Il faut savoir que quand on est attaqué, on part pour un long marathon. C'est même plus qu'un marathon, c'est plutôt les 100 km de Millau, quoi. Et qu'il faut garder de l'énergie. Je dirais aussi que ce qui me paraît important, c'est de ne jamais considérer que la sécurité, en fait, c'est quelque chose qui doit être reporté à demain. Je vous donne l'exemple de Mâcon. On était tout contents parce qu'on avait mis en place des équipements de télétravail pour les utilisateurs. Donc on était contents, nous à la DSI, parce que les gens étaient contents, ils pouvaient travailler de chez eux dans le cadre de la suite du Covid, et que c'était plutôt une opération positive pour l'établissement et pour les utilisateurs.
Sauf que nous, on s'est fait attaquer au travers de notre bastion de télétravail. Parce que moi, j'avais demandé à mon équipe de dire, on avait travaillé sur le sujet en amont et j'avais demandé à mon équipe de le sécuriser en mettant de la double authentification. Or, il s'avère que quand on a évoqué la liste des projets qu'on avait à mener au niveau de la DSI, on s'est dit, OK, on est au mois de mai, on va faire ça en septembre. Et que quelques semaines après, on a été attaqué à travers cet équipement. Comme quoi, il ne faut jamais remettre à demain la partie sécurité, quoi. Peut-être un point aussi sur la difficulté des métiers. Après, sans outils numériques, vous le savez, hein, l'outil numérique est partout. En 20 ans, c'est une explosion, c'est exponentiel. Tout est digitalisé aujourd'hui. Je pense que tous nos métiers, on parlait tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'est entre 100 et 200 métiers hein, selon les établissements. Donc évidemment, vous prenez un métier, vous lui rajoutez un outil numérique, voire deux. Voilà, il y a beaucoup d'outils numériques, d'applications. Et qu'on est quand même très lié à notre environnement, quoi. Et on est lié à notre environnement. Et donc, les difficultés pour les métiers, c'était quoi principalement à Mâcon? C'était surtout les liaisons avec l'extérieur, en fait. Parce que nous, en fait, on n'a pas été cryptoloqués, donc on continuait à prendre en charge les patients au travers et utiliser le dossier patient. Donc, pas de chiffrement, mais... Non, on a eu la chance... comme je le disais, on a énormément de projets à gérer. On a eu la chance que j'ai quelqu'un qui travaille le week-end de Pentecôte pour installer des machines et qui s'est aperçu en fait qu'il y avait des choses qui se passaient sur notre bastion. Donc on a pris la décision de tout de suite arrêter, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions aussi, on peut vous passer le micro, si vous voulez un petit peu plus de précision. Cyril, en tout cas, des conseils qu'on peut tout de suite donner, c'est la confidentialité de vos codes utilisateurs, vos mots de passe. Ça, c'est la règle. C'est la première des choses. Ça, tout le monde peut gérer ça aussi, hein, quelle que soit la taille de l'établissement. Il faut les renouveler. Alors, on est un peu enquiquinant dans les DSI parce qu'on vous demande de renouveler les mots de passe, etc. Mais il y a une bonne raison pour le faire. Ça, c'est vraiment le premier enseignement par rapport à la sécurité qu'on peut et qu'on doit mettre en œuvre. Évidemment, on a parlé, alors ça va être un petit peu plus technique, mais tout le monde est au courant maintenant, la double authentification. Je crois qu'aujourd'hui, on sait, on est persuadé même, pour avoir vécu un petit incident de sécurité il y a quelque temps, qu'il faut utiliser de la double authentification quand on met des outils pour accéder au SI depuis l'extérieur. On nous le dit depuis longtemps, on nous prévient depuis longtemps, il faut impérativement le faire. Ça, c'est vraiment aussi la règle de base. On ne peut plus travailler comme on a travaillé il y a 20 ans dans nos DSI. Dans nos DSI, quand il y a 20 ans, on avait quelques serveurs, on avait des postes, on avait 3 applications, on avait une gamme, une JAF, une RH, on avait du laboratoire, on avait un logiciel aux urgences. Et on avait, pour se protéger, un antivirus et un firewall, et on était les rois du monde, on était sécurisés. Depuis, vous le savez, on s'est ouvert, on n'est plus hospitalo-centré, on s'est ouvert vers l'extérieur, on envoie de plus en plus d'informations, de data à l'extérieur, on en reçoit, on fait de l'interop, on est interconnecté dans nos GHT, donc voilà, ça a beaucoup évolué. Il faut en être conscient et il faut... sécuriser un maximum. Je vais faire juste un petit, sans dévoiler bien sûr le nom de mon client, mais petite attaque cyber. Et le prestataire, du coup, il fallait changer les mots de passe. Et le prestataire donc, propose à mon client de faire la double authentification, qui a été refusée. Tout ça parce qu'en fait, dans le principe, c'était le RGPD, parce qu'en fait, tous les portables sont des portables personnels. Donc, en fait, on n'allait pas passer les numéros de portable en fait, aux prestataires. Donc, ils ont préféré ne pas actionner la double authentification. Donc, vous voyez, quelquefois, il y a des réflexes qui ne sont pas bons. Parce que moi, je vous le dis d'un point de vue juridique, après, si la CNIL débarque, donc là, moi, j'étais côté responsable de traitement, j'allais pas pouvoir me reporter la responsabilité sur le prestataire et le sous-traitant. Parce qu'en fait, les mesures qui ont été demandées par le client, par le responsable de traitement, elles sont mauvaises. Et il doit, en fait, donner des instructions qui sont conformes. Donc là, en fait, j'aurais été... pas très bien pour défendre. Enfin, on perd des arguments, mais surtout, vous voyez, on enlève une mesure de sécurité qui est de bon sens par un réflexe qui est le RGPD. On ne transmet pas les données, les numéros portables personnels des agents.
Et ça se règle très simplement, c'est charte informatique, on gère les bring your own device, là, les BIOD, c'est-à-dire chacun peut utiliser son portable, on installe la messagerie, mais on met des mesures de sécurité, on impose à ce que tout le monde mette au moins un petit code de sécurité sur son portable, etc. Vous voyez, et là on rejoint encore la prévention. Voilà, je m'arrête là. Quelques mots encore, Jean-Christophe, des difficultés sur les métiers. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au... Oui, Camille, j'ai vu Monsieur Borassino, docteur Borassino. Oui, merci. Très bête comme question, mais Monsieur Feuillet parlait des premiers impacts. Là, il a commencé par parler de la stérilisation. Alors, en tant que chirurgien, je trouve que c'est vraiment très grave, mais on n'a pas parlé des médicaments. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont impactées vite, ou alors finalement c'est plus... Évidemment, vous savez que toutes les commandes sont dématérialisées, donc il y a un impact fort. Il y a un impact sur tous les métiers aujourd'hui, très clairement. Il faut impérativement, il y a un message à passer, il faut impérativement dans tous les établissements travailler le PCA, PRA, le plan de continuité d'activité. Il y a des outils qui ont été mis à disposition par l'ANS. Il faut le rappeler. Il faut travailler ces sujets-là. C'est pas un sujet non plus qui est uniquement DSI. Il faut aller voir, rencontrer les métiers, comprendre et déterminer quels sont les processus métiers les plus importants qui vont être impactés par l'absence de l'outil numérique. Évidemment que le circuit du médicament est touché. Évidemment, on a parlé tout à l'heure de logistique, de linge, de nourriture, mais tout est impacté. Les commandes. Les commandes, la paye. Alors la paye, ça c'est le sujet numéro 1 quand vous avez une cyberattaque. Il faut sortir les payes, sinon vous avez la révolution. Donc oui, il faut aller rencontrer les métiers. Encore une fois, je pense que c'est un travail qui doit se faire entre peut-être qualiticiens dans les établissements, informaticiens, mais il faut aller analyser les processus et les métiers, construire son plan de continuité. Pour voir comment on se débrouille en fait sans numérique, parce que c'est là en fait le sujet il est là, c'est qu'on aura une absence de numérique. Concrètement, vos DSI ou vos informaticiens ou vos prestataires, selon la taille des établissements, ils vont souvent couper l'informatique, les liens avec l'extérieur. Et vous le savez qu'aujourd'hui, même la télémédecine, on va parler de télé-AVC, de choses comme ça, tout ça, ça va être coupé. On va couper tout ça. Donc comment on fait à ce moment-là? Et il faut retravailler les procédures ce qu'on appelle les procédures dégradées. Souvent, effectivement, au niveau du DPI, on n'est pas trop mal, parce que c'est des sujets quand même qu'on connaît et qu'on porte depuis longtemps, mais le DPI en lui-même ne suffit pas. Il faut vraiment regarder tous les processus métiers. Et là, il y a un vrai travail d'accompagnement à faire sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment un conseil. C'est quand on est vraiment dans des situations de crise comme ça qu'on s'aperçoit comme on est en fait exposé sur l'extérieur. Parce que ne serait-ce que la messagerie qui paraît anodine, on dit bon c'est juste de la messagerie, on s'envoie des messages, mais bon, c'est très utilisé dans nos établissements et ça devient un outil indispensable au travail de tous les jours. Je pense que quand la messagerie est coupée, ça sonne très rapidement dans les DSI au niveau du support. On est tous accros à la messagerie. Et Internet aussi. Donc ça, c'était le conseil, c'est vraiment de travailler le PCA-PRA, ça c'est très clair. Il faut prévoir ça. On a aussi des projets, des programmes, on en a parlé tout à l'heure, il y a des programmes d'accompagnement, de financement. Ah pardon Camille, excuse-moi Camille. Allez, parole à Camille. Pas de souci Patrick. Bonjour à tous, donc, je suis Camille Labrie, je suis responsable SI du GHT de la Nièvre. J'avais une question pour vous Madame Moin et une question aussi pour toi Jean-Christophe. Vous avez parlé tout à l'heure de double authentification dans votre structure, si j'ai bien compris. Comment vous l'avez mis en œuvre Vous l'avez mis en œuvre via des smartphones entre guillemets personnels en fait, ou vous avez équipé tout le monde de smartphones professionnels? Comment vous avez fait passer les choses au sein de l'institution où vous exercez? Alors, donc moi, j'exerce dans un cabinet d'avocats, donc c'est encore autre chose. Je parlais d'un client. Okay. En fait, on était dans le cadre d'un incident de sécurité, petit, minime, mais il fallait prendre des mesures de sécurité, il fallait changer les mots de passe. Et à ce moment-là, en fait, le prestataire a proposé en fait la double authentification et elle a été refusée net. Il n'y avait rien qui avait été mis en place. Mais comment ça se fait? Alors, soit on met une flotte de téléphones portables professionnels qu'on met sur certaines fonctions parce que ça nécessite davantage encore de double authentification, parce que aussi on sait que ça posera des problèmes RH pour utiliser les téléphones personnels, ou alors on sait que on a un bon relationnel, ça ne devrait pas poser trop de difficultés, et donc ça s'encadre, mais via la charte informatique et via au sein de la charte informatique aussi des dispositions spécifiques sur le fait qu'on utilise des dispositifs, des devices personnels, mais pour le professionnel.
Et Jean-Christophe, j'avais une autre question pour toi. Dans l'attaque que vous avez subie à Mâcon, quels ont été les impacts vraiment au sein du système d'information, notamment sur, j'ai envie de dire, les postes d'une manière générale? Est-ce que vous avez eu des choses à faire à ce niveau-là, en fait, ou est-ce que finalement l'attaque a été limitée tout de suite Alors nous, l'attaque, on a eu la chance, c'est que l'attaque a été limitée, mais on a quand même mis 2 ans pour tout remédier, parce que du coup, il y a quand même tous les postes, on les a changés. 100% des postes, on les change. Et aussi, on a eu, nous, à refaire complètement notre Active Directory puisqu'il avait été compromis. Donc, ça veut dire rattacher tous les utilisateurs et le recréer. On est reparti avec un Active Directory à blanc. En fait, l'Active Directory, c'est l'annuaire technique, en fait. Merci. Donc, c'est relativement long. Et puis après, on a quand même beaucoup d'OS avec beaucoup on a 800 serveurs. Donc, remettre à jour 800 serveurs avec des OS à jour, ça ne se fait pas en 2 jours, quoi. Je comprends bien. Merci. Il va être temps de conclure. Laurent doit essayer d'attraper son train. Merci encore à toutes et tous. Je voudrais rappeler aussi quand même, avant juste de terminer, qu'on a des accompagnements. Encore une fois, il y a des programmes nationaux. Il y a le Ségur, version 1, version 2, programme CARE. Et on a aussi des gens qui nous accompagnent régulièrement, comme notre ARS, comme le GRAD, etc., dans ces missions-là. Donc ça, il faut aussi... ils sont là en support, il ne faut pas l'oublier. Et puis, un dernier point, n'hésitez pas à déclarer les incidents. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment déclarer quand on a un incident, il faut le faire. Vous devez avoir le numéro du CERT Santé dans votre téléphone, parce que pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, c'est quand même intéressant de les appeler très très rapidement en cas de doute en tout cas, ou de cyberattaque avérée. Merci. Merci à vous pour votre patience en cette belle journée.